Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous passez un très agréable samedi. Bienvenue à notre compagnie dans La Voix est libre, notre magazine politique, plus que jamais d'actualité en cette période de campagne électorale pour les élections municipales, dont je rappelle les dates, les 23 et 30 mars prochains. Mais ça, vous le savez probablement parce qu'on vous le dit souvent sur notre antenne. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement dans le prolongement de la conférence de presse du président de la République la semaine dernière, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup parler, en ce qui concerne notamment ses projets de voir évoluer les collectivités territoriales. Et nous avons sur ce plateau, et je les remercie d'être avec nous. Par ordre alphabétique, Didier Marie, bonjour. Bonjour. Vous avez quitté vos fonctions, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, de président du Conseil général socialiste de Seine-Maritime, et vous êtes sénateur de Seine-Maritime. Donc les collectivités territoriales, ça vous parle, ça vous dit quelque chose, et pour cause. Et puis le débat, en ce moment, au sein du Sénat en particulier, ne vous est évidemment pas étranger. Et puis face à vous, Catherine Morin-Desailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste de Seine-Maritime, et vous êtes à la tête du groupe des centristes au sein du Conseil régional. C'est dire si nos deux invités ont évidemment beaucoup de choses à dire par rapport à cette conférence de presse et puis les perspectives qui sont ouvertes. Alors déjà, est-ce que vous vous attendiez à ces annonces ? Et puis deuxièmement, est-ce qu'elles vous conviennent ? Bien, d'une part, il faut considérer que notre monde change, ce qui génère un certain nombre de difficultés. Il faut donc s'adapter et il faut donc bouger. C'est le sens du message du président de la République et c'était le sens déjà du travail engagé par le gouvernement qui avait proposé un premier texte qui a été adopté sur la modernisation de la vie publique et l'affirmation des métropoles, qui va être suivi, le ministre chargé des relations avec le Parlement vient d'annoncer, d'un nouveau texte qui arrivera en avril devant le Parlement. Et tout cela va déboucher sur le renforcement du rôle des régions, l'affirmation du fait métropolitain, la consolidation du rôle des départements, bref, une réorganisation des collectivités territoriales pour plus d'efficacité. Je crois que c'est ça qui prime. Alors, on précise pour nos amis téléspectateurs qui n'ont pas obligatoirement tout suivi que, en gros, pour jouer court, le président propose un regroupement de certaines collectivités, la création des fameuses métropoles avec des prérogatives, et puis pourquoi pas la fusion de certaines régions, voire la disparition de certaines d'entre elles. Alors vous voyez ça, j'ai bien compris, d'un point de vue positif, et vous dites que c'est aussi un renforcement de la région et du département. Je ne suis pas tout à fait sûr que tout le monde le voit de la même façon. Alors quel est votre point de vue, Madame Morin-Desailly ? Tout d'abord, je voudrais réagir par rapport à cette conférence de presse où on a un virage à 180 degrés. Le monde change, mais il ne change pas d'aujourd'hui. Il avait commencé à changer avant 2011. Et que n'a-t-on pris des grandes décisions à ce moment-là ? Vous parlez sur le plan économique. Sur le plan économique, le plan fiscal, on annonce plus de hausse de la fiscalité et on a assisté ces derniers mois à un véritable matraquage fiscal à tel point que les Français n'en peuvent plus. On avait annoncé en 2011 un grand choc de simplification. Or, les textes de loi qui sont arrivés au Sénat et à l'Assemblée n'ont pas été du tout un choc de simplification puisque ces textes sur la décentralisation, la réorganisation des territoires ont été saucissonnés en 3 parties. On en a étudié qu'une première partie, les métropoles, mais par exemple, on n'a pas concomitamment mesurer quel était l'impact sur les territoires ruraux. Voilà, donc on fonctionne de façon déconnectée, illogique, et c'est plutôt un choc de complexification aujourd'hui auquel nous assistons. Donc je vois que le président de la République change à 180 degrés, annonce plus de hausse de la fiscalité, annonce tout d'un coup la suppression d'un certain nombre de régions, en tout cas l'agrandissement de certaines, pour ne rester que passer de 22 à 15 régions, la suppression des départements. Quelques jours plus tard, ça a été suivi finalement d'un contre-pied, puisqu'il a annoncé que finalement les départements ne seront pas supprimés. Bref, c'est assez cacophonique comme message. Moi, je dis qu'on avait engagé, avec la loi de décembre 2010, à travers la création du conseiller territorial... Alors, qui cumulait les fonctions... Voilà, de conseiller régional et de conseiller départemental. On avait engagé finalement le processus de simplification du millefeuille administratif et 4 ans plus tard, on n'a pas avancé malgré les promesses. Alors, on va revenir sur le département, si vous voulez bien, monsieur le sénateur, dans le sens où c'est vrai que, par exemple, si on prend... Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est un cas un peu extrême. On parle de la métropole lyonnaise, qui va récupérer toutes les prérogatives du département. Et donc, il va y avoir une énorme métropole à Lyon. Il va y avoir le reste. Et la population est beaucoup plus importante dans cette métropole. Et
mais évidemment, je pense que vous êtes au courant de ce que certains de vos alliés, on pense en particulier aux communistes, qui ont des craintes au niveau des départements, de voir finalement les prérogatives des conseillers généraux et des conseils généraux en général être en quelque sorte avalées par ces métropoles, sans parler de la région. On y reviendra tout à l'heure. Si vous le permettez, je voudrais répondre à Madame Morin-Desailly sur un point. Elle laisse entendre qu'avant tout était merveilleux et que maintenant les choses sont compliquées. Moi, ce que je constate et ce que j'ai constaté en tant que président du département de Seine-Maritime, c'est que pendant la période précédente, jusqu'en 2012, nous avons assisté à une attaque en règle contre les collectivités territoriales. Asphyxie financière, remise en cause de leurs compétences, manipulation politique avec le conseiller territorial. Or, aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de redonner du poids aux collectivités territoriales, de leur redonner des responsabilités, de clarifier leurs compétences, de simplifier leur fonctionnement, et donc de s'appuyer, comme on l'a fait en 82-83 avec la loi de décentralisation, sur les collectivités pour moderniser notre pays. Donc le premier point, c'est ça. Le deuxième, effectivement, il y a des propositions. Ces propositions sont sur la table, elles seront débattues. La première, c'est de renforcer le rôle des régions. D'abord, non pas en les rendant plus importantes démographiquement, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça l'essentiel, mais surtout en leur donnant plus de compétences. Et le président de la République a annoncé très clairement qu'il leur confierait une part du pouvoir réglementaire. Ça, c'est de la décentralisation. C'est-à-dire que l'État considérera que les lois peuvent être adaptées à l'échelle régionale en fonction des besoins et des spécificités de chaque territoire. Deuxièmement, il est aujourd'hui décidé, et ça a été voté, d'instaurer 13 métropoles en France. Et nous avons la chance, car je considère que c'est une chance, d'avoir une métropole ici, autour de Rouen, sur le périmètre des 71 communes de la CREA. Ça donne quoi ? Ça donne une collectivité plus forte. Ce n'est pas une nouvelle collectivité, c'est un changement de statut. La CREA va se voir dotée de nouvelles compétences et va pouvoir ainsi renforcer son attractivité et en même temps développer son économie et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Ensuite, il y a les autres collectivités, le département en particulier, qui lui est conforté dans son rôle des solidarités sociales et des solidarités territoriales, qui va devoir discuter avec la région et avec la CREA, mais comme nous le faisons ici depuis fort longtemps, via le 276 et les contrats que nous avons passés avec les agglomérations. Donc, il y a une avancée très significative et il y a surtout confiance dans l'intelligence territoriale, ce qui est nouveau. Voilà, Monsieur Claudie Le Breton, le président de l'association des présidents de conseils généraux, a l'air quand même un petit peu plus, on va dire, pas méfiant, mais il ne va pas quand même tout à fait dans le sens. Le président de l'association des régions, le président de la région de Bordeaux, pour parler des régions, on y reviendra dans quelques instants, n'a pas l'air non plus excessivement enthousiaste dans le cadre de ces réformes, non, franchement. Moi, je crois oui. Qu'il y a un élément essentiel dans toute cette affaire, c'est que ça ne doit pas se faire de façon arbitraire et autoritaire, ça doit se faire sur la base du volontariat. Ce qui est juste aujourd'hui dans le Rhône, entre le département et la métropole lyonnaise, n'est pas nécessairement juste à Toulouse avec le département de Haute-Garonne, ni à Rouen avec le département de Seine-Maritime. Nous avons déjà anticipé et discuté entre le département et la CREA de ce qui pourrait concourir à une amélioration de notre efficacité collective. Et donc on a ciblé les champs de compétences qui pouvaient être transférées. Et on a engagé des groupes de travail qui réfléchissent aux modalités de mise en œuvre de cette simplification. C'est valable sur les routes, c'est valable sur l'insertion professionnelle, c'est valable sur la culture, et il y a peut-être quelques autres sujets sur lesquels on peut discuter, et tout cela peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Madame Morin-Desailly. Comment s'y retrouver quand les discours sont discordants ? Monsieur Marie ne plaide pas pour l'agrandissement des régions. Nous avons entendu le président de la République il y a quelques jours, au contraire, affirmer qu'il serait nécessaire de réduire le nombre de régions. Monsieur Marie nous dit que ça doit se faire sur la base du volontariat, cette évolution des territoires. Je note que Madame Lebranchu, dans ses vœux, il y a quelques jours, je la cite, disait « On verra ce qui se fera par le volontariat et ce qui devra relever d'un acte autoritaire ». Donc on voit bien que les discours ne sont pas toujours concomitants. Ce que je voulais dire, l'asphyxie financière, elle a réellement commencé cette année avec la baisse drastique, 1,5 milliard de dotations aux collectivités territoriales. Il faut être honnête, les dotations aux collectivités de l'État étaient stabilisées en euros constants. Peut-être pas en pourcentage, mais en euros constants. Donc je crois qu'il faut être juste et bien regarder les chiffres.
tout n'était pas parfait. Il fallait engager, bien entendu, et poursuivre la simplification du millefeuille administratif. D'ailleurs, nos concitoyens le demandent si on fait des enquêtes pour que le service, le service aux habitants, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit simple. Même chose pour nos entreprises. Elles ont besoin de simplification. Elles ont besoin que l'on allège aussi les charges et que l'on sache qui fait quoi. Monsieur Marie nous dit qu'il va falloir simplifier les compétences. Je note que les socialistes, il y a quelques jours au Sénat, auraient introduit via un amendement la clause de compétence générale pour chaque niveau de collectivité territoriale. Donc, vous voyez, on est dans la confusion la plus totale. Moi, à l'UDI, nous plaidons depuis des années pour la réduction des déficits publics, pour une décentralisation assumée, mais claire et audacieuse. Vous savez que dans cette région, je milite depuis des années pour la réunification normande. Notre région, à l'heure de la métropolisation, où M. Marie l'a évoqué, la métropole rouennaise, 71 communes. On voit bien qu'il finit par y avoir un déséquilibre en matière d'occupation du territoire géographique entre le département, d'un côté la CREA, de l'autre côté la CODA. Ça regroupe pratiquement la moitié des habitants de notre département. Entre deux, un espace rural auquel il va falloir consacrer beaucoup d'attention parce que celui-ci se sent considérablement perdu et abandonné. Et puis une région qui est devenue trop petite. Jugez-en, le budget de fonctionnement de la CREA aujourd'hui, c'est 650 millions d'euros. Celui de la région, 900 millions d'euros. Donc vous voyez bien qu'on est en disproportion et que si nous voulons peser utilement sur les grands dossiers structurants, que ce soit l'aménagement ferroviaire, les liaisons interportuaires, que ce soit le développement économique, touristique, culturel, c'est au niveau d'une région beaucoup plus grande qu'on sera beaucoup plus puissant. C'est une évidence. Oui, trois remarques. La première sur la dette publique. Tout le monde veut réduire la dette publique, mais il faut rappeler quand même que sous le gouvernement de M. Sarkozy, que vous avez soutenu, la dette publique de l'État a doublé de près de 750 milliards d'euros supplémentaires, alors que la dette des collectivités territoriales, tout confondu, représente 7,5% du total. Donc remettons les responsabilités là où elles sont. Deuxième élément, sur la réunification, il n'y a pas de sujet tabou, mais la question n'est pas celle de la taille des régions. La Haute-Normandie aujourd'hui est la 87e région sur 271 en nombre d'habitants. On est dans la moyenne, et plutôt dans la moyenne haute. La question, c'est pas une question de démographie. En Europe. Oui, bien sûr. Et la question n'est pas la question démographique, la question est celle des compétences. Pourquoi aujourd'hui nos régions sont-elles moins puissantes que d'autres régions comparables? C'est bien évidemment parce qu'elles n'ont pas les mêmes compétences ni les mêmes moyens. Donc il faut renforcer les régions, et c'est la proposition du président de la République. Enfin, sur la question du déséquilibre, c'est là que le rôle du département est fondamental. Et si d'aventure on agrandissait les régions, le rôle des départements s'en trouverait renforcé, car les départements sont à cheval entre la vision stratégique et la proximité. Ils développent des politiques de solidarité, et y compris des politiques de solidarité territoriale. Et donc il y a des accords à passer avec la CREA devenue métropole sur un certain nombre de sujets, comme il y en aura d'ailleurs avec la CODA. Et ensuite, il faut bien évidemment jouer les équilibres avec les pôles secondaires et les pôles d'équilibre que constitue notre région. Est-ce que je peux me permettre de rappeler quand même que votre ami Alain Leverne, président de la région qui a démissionné, puisque c'est M. Nicolas Maillé-Rossignol qui a pris sa succession, à l'époque, et certains disent c'est peut-être aussi un peu à cause de ça qu'il a démissionné, avait regretté que le rôle de chef de file économique qui était dévolu à la région passe finalement à la métropole. Alors, encore une fois, ça demande à être confirmé, mais enfin, quelque part, il avait des craintes par rapport à ça. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous avait dit, oui, mais sur cette antenne. Si vous reprenez l'expérience que nous avons menée ici dans le cadre du 276, nous n'avons pas attendu que les uns ou les autres décident de telle ou telle orientation. Nous avons pris nos responsabilités, nous sommes mis autour d'une table, région, département de l'Eure, département de Seine-Maritime, et nous avons défini les chefs de file. Et en matière économique notamment, nous avions considéré que c'était la région qui devait être chef de file. Ce qui n'empêche pas que les autres collectivités interviennent, mais par subsidiarité. Et donc, la région s'était spécialisée sur les grandes filières, la recherche, le développement universitaire, etc., etc. Et nous étions plus sur la proximité, commerce, artisanat, TPE, PME.
y compris sur les zones d'activité. La région intervenait sur les zones d'activité à vocation régionale, pendant que nous intervenions sur celles de proximité de moins de 5 hectares. Voilà, donc l'intelligence territoriale peut permettre ce genre de coordination, et ce qui est vrai à un endroit peut l'être à un autre, et inversement, peut aussi être différent en fonction des spécificités des territoires. Madame Morin-Desailly. Monsieur Marie va laisser un grand vide au département, je dirais avant tout un grand vide financier. Je voudrais rappeler quelques chiffres qui posent question sur l'avenir de notre département. 2004, déficit du département, 300 millions d'euros. Aujourd'hui, déficit du département, 1,7 milliard. Dans la même période, ont été créés, hors décentralisation, 7500 emplois. Non, il y a 5000 emplois au total au département, Voilà. Donc on peut pas en créer 7500. Pardonnez-moi, emplois hors décentralisation. Donc on voit que la masse salariale a considérablement augmenté. On est passé de 2500 emplois à 5500. Vous avez rappelé vous-même les chiffres, Monsieur Marie. Donc on voit bien que nous sommes un des départements les plus endettés de France, alors que c'était un des plus riches en 2004. Un des départements où la fiscalité est également la plus élevée. Donc comment continuer à rendre à la population un certain nombre de services, notamment tout ce qui concerne le domaine social, les politiques de solidarité, et les politiques de solidarité également territoriales qui sont extrêmement importantes. Est-ce que la métropole ne va pas à un moment donné ou un autre avoir aussi son rôle à jouer dans le partage des compétences? Ça, c'est ce qui va se passer à Lyon. Voilà, Lyon va récupérer des compétences dans le social. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte? C'est ça que vous voulez dire? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte ici? Par exemple. Je n'ai pas envie de polémiquer sur ce que vient de dire Madame Morin-Desailly. Vous allez répondre, Monsieur Marie. Ceci est une vraie question. Ma préoccupation va vers les collectivités en milieu rural qui se sont vues considérablement abandonnées par les politiques départementales ces derniers temps, compte tenu, on l'a vu, des choix que vous avez faits depuis 2004. Donc il y a là une vraie réflexion à mener, tant au niveau départemental d'ailleurs que national. Je rappelle que cet acte 3 de la décentralisation n'a absolument pas pris en compte l'évolution de ce milieu rural qui est porteur de ses propres richesses, en tout cas dans notre département, on le sait, et qu'il y a là des vraies réponses à apporter en matière d'organisation territoriale. Le rôle de l'intercommunalité est amené à évoluer selon le principe de subsidiarité. Ce qu'on peut mieux faire ensemble, faisons-le pour rendre l'action publique beaucoup plus efficace et le service aux habitants beaucoup plus important. Mais en tout état de cause, il va falloir réfléchir à qui fait quoi. Or, aujourd'hui... Alors là, il y a une question importante. Voilà, aujourd'hui, pour l'instant, ça n'a toujours pas été clarifié. Je sais que... Vous êtes pour la clause de compétence générale? Non, il faut... C'est M. Nicolas Maillard-Rossignol qui nous a dit qu'il était contre. Oui. Et là où je rejoins M. Marie, je suis d'accord pour renforcer le rôle des régions. Il y a un rôle d'aménagement du territoire, un rôle en matière économique extrêmement important. Chef de file économique. Oui, bien sûr. En Normandie, depuis longtemps. J'avais plaidé d'ailleurs pour que l'aménagement numérique du territoire soit de compétence régionale plutôt que départementale. D'ailleurs, on a vu dans notre département l'échec de cet aménagement. Donc, il faut clarifier absolument les compétences et aller à l'encontre de ce qui vient de se faire là en ce moment au Parlement, qui a été de rétablir la clause de compétence générale. Le groupe des centristes au Sénat, d'ailleurs, a fait voter un amendement dans la loi de décembre 2010 pour dire qu'à l'horizon 2015, les compétences seront enfin clarifiées. Pour pas que l'on se chevauche, pour pas que l'on puisse être plusieurs à faire la même chose. Et du coup, c'est source de coûts pour le contribuable. Monsieur Marie. Moi, je crois que ce débat mérite mieux qu'une polémique politicienne. Sur vos allégations, j'ai de nombreuses réponses à apporter. Rapidement, la droite a voulu asphyxier les collectivités territoriales, elle a failli y arriver. Vous nous parlez de création d'emplois. Vous nous parlez de création d'emplois. On n'a pas choisi d'accueillir les agents c'était hors décentralisation. Non, c'était pas hors décentralisation. Vous ne connaissez pas ces chiffres-là, je suis bien placé pour le savoir. La suppression de la taxe professionnelle qui s'est traduite par un affaiblissement des finances des collectivités territoriales, parlez-en y compris aux maires. Parlez-en y compris aux maires. Tout cela a été voulu, pensé
pour affaiblir les collectivités. Malheureusement, ça a été le cas. Aujourd'hui, parlons de l'avenir. Parlons pas de ce qui s'est passé antérieurement. Parlons de l'avenir. L'avenir, c'est effectivement de renforcer la décentralisation et non pas de casser les collectivités. C'est de donner plus de pouvoir aux régions qui effectivement en ont besoin. C'est de trouver un nouvel équilibre entre ce qui est nécessaire en termes d'attractivité de notre territoire à l'échelle européenne et la nécessaire proximité avec les habitants. Et donc l'organisation qui est en cours d'élaboration et qui sera proposée dans le cadre du deuxième texte que le gouvernement déposera devant le Parlement au mois d'avril, c'est d'une part qu'effectivement, sur la base du volontariat et au regard des spécificités de chaque territoire, les régions décident soit de s'agrandir, pourquoi pas, mais surtout de se doter de compétences nouvelles, discutent avec les autres collectivités, comme nous l'avons fait, et nous avons de tout temps, au moment de la commission Balladur, et ensuite demandé que l'on regarde ce qui avait été fait ici dans le 276, qui anticipe et de loin ce qui a été ensuite proposé et ce qui est aujourd'hui proposé et qui est efficace. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que ça puisse être généralisé, que les régions aient effectivement, avec les autres collectivités, un droit d'expérimentation. Moi, il n'y a pas de sujet tabou. Si demain, on fait la démonstration que la Haute et la Basse Normandie, ensemble, génèrent des économies, simplifient, qu'on soit d'accord sur la capitale et que nos concitoyens soient consultés. Mais bien sûr, c'est la métropole, c'est évident. Content, les Bas-Normands. Non, mais écoutez, on ne va pas, entre Lille et Rennes, avoir un désert. Donc, il y a une métropole qui compte aujourd'hui 500 000 habitants, qui a un projet de territoire, qui peut concourir au développement économique et à l'accroissement de la richesse collective. Saisissons cette chance et soyons solidaires. Alors, donc voilà, simplement, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a un défi à relever. Il y a eu un certain nombre d'expériences, nourrissons-nous de ces expériences et à partir de là, transposons-les dans la loi. Députés et sénateurs sont suffisamment sages pour le faire. Je crois qu'il y a un véritable enjeu de société et un enjeu de développement pour notre pays. Alors, vous parlez de la sagesse des sénateurs. Alors, on rappelle quand même qu'il y a le bicamérisme en France, vous avez les députés d'à côté, les sénateurs. Le général de Gaulle disait un peu, finalement, les sénateurs, c'est un peu c'est le club des anciens. Et donc, on expérience, qui réfléchissent, etc. Bon, très bien. Maintenant, j'ai sous les yeux la carte de ce qui pourrait être une réorganisation générale des régions. Alors, la Normandie, à la limite, c'est le plus facile. Basse, Haute-Normandie, bon, très bien. Mais quand vous voyez, par exemple, que la Vendée, qu'on exploserait la région Poitou-Charentes, qu'on exploserait la région Picardie, etc., et on commence à entendre les présidents de région, et même dans l'opposition, dans les différents exécutifs régionaux, de dire, attendez, mais ça ne va pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ça peut se faire véritablement un jour? Alors vous dites expérimentation, pourquoi pas? On le comprend très bien, mais reconnaissez que ça ne va pas être très facile. Cette carte, elle est parue dans la presse. Je ne dis pas qu'elle est définitive. C'est pas une carte officielle, c'est une carte qui fait l'objet de spéculation et de propositions. Mais on peut imaginer plein de choses. Moi, j'insiste beaucoup sur l'intelligence territoriale. C'est-à-dire qu'on sait quand même, depuis 30 ans de décentralisation, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, et le débat a lieu depuis de nombreuses années sur le rapprochement entre la Haute et la Basse Normandie, les questions doivent être... Ça, c'est le plus facile. Non, mais les questions doivent être posées, tranchées. Et elles sont valables. Non, mais elles sont valables partout. La question, c'est est-ce que ça nous fait gagner en efficacité? Oui. C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. C'est pas la taille qui compte. Ce sont les compétences. Est-ce que nous sommes d'accord sur la capitale? Moi, je considère que la capitale doit être la métropole rouennaise. Est-ce que nous avons un projet commun? Il y a un certain nombre de coopérations. La région Haute-Normandie a initié depuis fort longtemps toute une série de coopérations interrégionales, à la fois avec la Basse-Normandie, dans différents domaines, on pourrait citer le tourisme, ce ne sont pas les politiques, ce sont les acteurs l'Île-de-France, qui nous poussent à avec la Picardie. Bref, il y a des coopérations interrégionales. Donc, regardons ce qui est le plus efficace. C'est ça ce qui intéresse nos concitoyens. Oui, les acteurs économiques ont déjà anticipé la réunification normande. La réunification normande, elle est logique, elle est pertinente, elle est historique. D'ailleurs, la Normandie est la deuxième région, après la Californie, être connue dans le monde entier. On sait qu'elle a des caractéristiques géographiques
économique, culturelle commune. Donc il faut poursuivre le travail. Je sais qu'à la région, nous avons initié pour la première fois, d'ailleurs c'est une façon nouvelle de travailler, une mission d'information sur ce sujet, qui est d'ailleurs le rapporteur est François-Xavier Priolo, qui appartient à notre groupe. Mais nous avons eu un refus obstiné depuis des années du président Leverne d'avancer sur ces sujets et la réflexion. Et j'ai entendu Pour des raisons politiques ? Oui, j'ai entendu M. Maillard-Rossignol rentrer directement dans les chaussons de M. Leverne, mais réaffirmer la même chose, tous, sauf la réflexion, le débat, un débat en séance plénière. Jamais on n'a pu l'obtenir. Bon, sur ces questions, il faut avancer. Alors maintenant, sur le découpage, je pense que le découpage, il faut qu'il corresponde à des logiques territoriales. Et ça, on est d'accord sur ce sujet. Il faut faire aussi confiance aux élus qui prennent en charge leur propre destin. Il y a des pertinences géographiques et territoriales sur lesquelles il faut s'accorder. De la même manière que pour le découpage des cantons, vous savez que le mode de scrutin a changé. On va diviser en deux le Donc, canton. on divise la question en des deux. régions, il faut aussi faire confiance aux gens. Le découpage cantonal, on va diviser par deux le nombre de cantons. D'ailleurs, on est un des rares départements à n'avoir toujours pas notre carte cantonale. On se demande pourquoi. Ça se fait dans le silence le plus total, on n'est pas concerté, etc. Si, le département sera saisi pour avis, bien évidemment. Toujours est-il, dans les départements où ça s'est déjà fait, ce qu'on note, c'est que ce découpage s'est fait au mépris des bassins de vie déjà logiquement constitués en intercommunalité. Au département de l'Eure ? Voilà. Donc, dans nombre de départements, les collègues nous disent ça se fait au mépris, c'est un véritable charcutage, ça se fait au mépris des logiques territoriales préexistantes, tout simplement pour des raisons sans doute politiciennes, de réorganisation des cantons pour favoriser les candidatures des uns et des autres. Bon, on n'est pas à l'abri d'ailleurs d'un certain nombre de recours ici et là. Donc il faut qu'au niveau des régions, ça se fasse de la même façon. Ce qui est très important, et je crois qu'il faut que ceux qui nous regardent en soient convaincus, et je pense qu'ils le sont, c'est qu'au cœur de ces collectivités qui prennent des dimensions importantes, je pense la métropole rouennaise, il faut éviter que ce devienne des monstres technocratiques. C'est-à-dire qu'il faut que les élus puissent demeurer des élus de proximité, en lien avec les habitants et pleinement responsables au sein de ces collectivités. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'absence de gouvernance démocratique de cette entité. On le sait, le nombre de vice-présidents pléthoriques, en fait, démultiplie la responsabilité. Pourquoi. Je termine. Vous terminez votre phrase Voilà. et puis la conclusion Donc il sera faut pour M. Marie. absolument, oui au regroupement, s'ils sont porteurs d'un projet qui correspond au projet du territoire, mais il faut que les élus, ils sont très attachés, les élus de territoire, gardent la maîtrise de la réflexion, des propositions et de la maîtrise des projets. Ils sont redevables devant les électeurs. Donc ce à quoi les maires aujourd'hui sont très attachés, c'est bien sûr cette pleine et entière responsabilité. Donc il faut être très attentif à ça. Très attentif à ça. Alors on peut peut-être s'arrêter un instant sur la question de l'intercommunalité. Le fait intercommunal s'est imposé en France et a permis de mutualiser un certain nombre de compétences et de moyens partout pour traiter des questions de la vie quotidienne, dans les petites intercommunalités, l'eau, l'assainissement, les déchets ménagers, dans les plus grandes, les transports, les équipements structurants, etc. Donc l'intercommunalité a fait la démonstration de son intérêt. Moi je me rappelle, la droite était contre. Il faut quand même s'en souvenir. Aujourd'hui, on veut passer à un stade... centre, Monsieur Marie. Au centre de la droite. Il vous reste 30 secondes. Oui, l'intercommunalité va connaître une nouvelle étape. La métropole, ce n'est que la créa avec de nouvelles compétences. C'est quoi ? C'est à la fois la recherche de solidarité, la recherche d'efficacité et la recherche de proximité. La CREA, c'est 71 communes, dont plus de 40 qui ont moins de 3500 habitants. Et cette solidarité s'est effectuée aujourd'hui. Il s'agit simplement de renforcer ses compétences, de renforcer sa capacité à intervenir, et ceci au bénéfice de la vie quotidienne de nos concitoyens, tout simplement. Madame, monsieur... une petite pause, on reprendra tout à l'heure. C'est maintenant l'heure des informations régionales qui sont présentées aujourd'hui par Marie Dumini-Ladley. On se retrouve tout de suite après.